Grand-père, raconte-moi une histoire, s'il te plaît, une qui fait très peur. J'en connais une comme ça, mais je te préviens, elle était vraiment terrifiante. Es-tu sûr de vouloir l'entendre? Bien sûr, grand-père. Alors écoute. Tout voyageur chevauchant toute une journée pour une mission importante se réjouirait de s'arrêter dans une auberge et d'y recevoir un accueil chaleureux. Alejandro Felipe Armas Montero de Santa Cruz n'échappait pas à cette règle. Pourtant, la gentillesse de l'aubergiste était si exagérée et servile qu'elle commençait à l'irriter. Et, de toute évidence, cette politesse était due à son origine noble. Avec un autre client, vêtu de manière bien plus modeste qu'Alejandro, l'aubergiste se montrait ouvertement dédaigneuse. Cependant, envers l'honorable monsieur Montero, elle ne cessait de s'enquérir. « Vous manque-t-il quelque chose? Tout est-il à votre goût, monsieur ?»« Esteban, petit paresseux !» criait-elle à un garçon de service d'environ 10 ans. « Que fais-tu planté là? Dépêche-toi d'apporter le gâteau aux cerises pour monsieur Montero. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Alejandro. « Je ne suis pas pressé. » Lorsque l'enfant apporta l'assiette demandée et la posa devant l'invité avec une légère révérence, l'aubergiste reprit ses réprimandes. « Idiot! Comment oses-tu servir une assiette de cette manière? Est-ce ainsi qu'on reçoit un distingué gentilhomme ?» Alejandro se hâta à nouveau de lui assurer que tout était en ordre, ressentant au fond de lui une profonde pitié pour le pauvre Esteban, contraint de travailler pour une femme si acerbe et en même temps si obséquieuse. La conduite du garçon était modeste, mais sans aucune soumission servile, ce qui lui valait beaucoup plus de respect aux yeux d'Alejandro que l'attitude affectée de l'aubergiste. Après le dîner, Alejandro monta à la chambre qu'on lui avait attribuée. L'aubergiste s'était assuré qu'il recevrait la meilleure de toutes, priant pour qu'il ne lui vienne pas l'idée d'entrer toutes les 5 minutes pour vérifier s'il avait besoin de quelque chose. « Si c'est le cas, que Dieu me pardonne, mais ce serait trop pour moi, » pensa-t-il. À peine avait-il retiré ses bottes qu'il entendit un sanglot d'enfant venant de la cour. S'approchant de la fenêtre, il aperçut Esteban assis sur un banc, la tête enfouie dans ses mains, pleurant à chaudes larmes. À ses pieds se trouvait un panier enveloppé de chiffons. Serait-il possible que l'aubergiste l'ait chassé? Pensa Alejandro. Ou bien en aurait-il tellement assez de ses incessants reproches qu'il aurait décidé de partir de lui-même. Mais qu'y avait-il dans ce panier, si ce n'était ainsi pas ses maigres affaires? Quelques minutes plus tard, Alejandro était déjà dans la cour, assis à côté du garçon. « Que se passe-t-il, Esteban » lui demanda-t-il. « T'ont-ils chassé ?»« Non, monsieur, » répondit l'enfant, levant son visage baigné de larmes. « Ma belle-mère m'a envoyé porter ce panier à Béatrice la Noire. Elle m'a dit de ne pas revenir à la maison avant de l'avoir livré. Mais j'ai peur. » En disant ces mots, Esteban se remit à pleurer encore plus fort. « Ta belle-mère » s'étonna Alejandro. « Oui, je suis le fils du propriétaire, Salvador Garcia. Mais mon père est absent. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, d'une fièvre. Elle était si belle et si bonne. Après le décès de sa femme, le père d'Esteban fut incapable de surmonter son chagrin pendant longtemps. 1 an plus tard, il se remaria, cette fois avec une femme aussi belle que la première, mais il découvrit bientôt qu'il n'existait pas de personne plus cruelle, envieuse et avare qu'elle. Elle détestait particulièrement le petit Esteban. En présence de son père, la belle-mère feignait un peu, mais dès qu'il passait la porte, elle le tourmentait sans relâche. « Je vois. Et qui est cette Béatrice la Noire? Elle vit dans cette forêt là-bas. » Esteban désigna du doigt une forêt dense et sombre. « Les gens ont peur d'y aller. On dit que c'est une sorcière, qu'elle aime la chair humaine. Tu veux dire que dans ce panier... Je ne sais pas, monsieur. Ma belle-mère m'a interdit de le regarder. »« Tourne la tête, » ordonna Alejandro. « Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. » L'enfant obéit et détourna le regard. Ce n'est qu'alors qu'Alejandro souleva le tissu recouvrant le panier. À sa grande surprise, il ne trouva ni restes humains ni quoi que ce soit d'effrayant. Le panier était rempli à ras-bord de pommes pourries. Parmi elles se trouvait un billet. « Bon appétit » lut Alejandro. Vu le contenu, cela semblait être un geste sarcastique. À moins, bien sûr, que le message ne fût destiné au messager lui-même. Demandant à Esteban de l'attendre, Alejandro remonta rapidement à sa chambre, enfila sa cape et redescendit dans la cour. « Monsieur Montero, vous partez ?» demanda l'aubergiste d'un ton plaintif. « Ce maudit garçon a-t-il gâché votre humeur? Si c'est le cas, je vais le chasser de votre vue. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit froidement Alejandro. « Je suis simplement intrigué par l'une des attractions de votre région, et je ne peux attendre pour la découvrir de mes propres yeux. Merci pour votre chaleureux accueil. Adieu. » Sans un regard en arrière, Alejandro se dirigea vers la cour, sans savoir si l'aubergiste l'observait avec tristesse ou avec haine. Là, il monta sur son cheval et installa Esteban devant lui. « Montre-moi le chemin. Allons rendre visite à cette mystérieuse dame ensemble. »
Plus ils s'enfoncèrent dans la forêt sombre, plus Esteban tremblait de peur. Alejandro tenta de le calmer, bien que, pour être honnête, lui-même commençait à ressentir une certaine inquiétude. L'idée de se retrouver seul dans une forêt la nuit, face à une sorcière cannibale, n'avait rien de rassurant. La pleine lune ajoutait une touche encore plus sinistre à l'atmosphère. À sa lumière blafarde, les branches des arbres ressemblaient à des doigts osseux et décharnés. Les feuilles bruissaient sous le vent, évoquant des corps suspendus à une potence. Le ululement des hiboux, menaçant, semblait promettre un funeste destin aux voyageurs qui s'attarderaient trop. Alejandro aurait voulu faire demi-tour et talonner son cheval pour fuir cet endroit, mais il se retint. « Jamais », se dit-il à lui-même. « Nous, les Montero de Santa Cruz, nous ne reculons pas comme des lâches. Je jure que je verrai cette Béatrice la Noire, même si le diable lui-même se met en travers de mon chemin. » Sa détermination inébranlable sembla gagner Esteban qui cessa de trembler et commença à observer les environs avec une certaine curiosité. Enfin, entre les arbres touffus, la lune dévoila une cabane. « Je suppose que c'est ici que vit cette mystérieuse dame ?» demanda Alejandro, s'arrêtant. « Oui, monsieur. Donne-moi le panier et attends-moi ici. » Alejandro descendit de cheval et s'approcha de la porte de la cabane. Il frappa. Personne ne répondit. Il frappa plus fort et la porte s'ouvrit en grinçant. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, Alejandro ne put retenir un cri de stupeur et d'horreur. Toute la pièce était remplie d'ossements. Des crânes humains, leurs orbites vides, émergeaient de tas désordonnés. Au mur pendaient des peaux arrachées à des corps d'enfants. Dans un coin, une jeune femme dévorait une jambe d'enfant. Le panier échappa des mains d'Alejandro et les pommes pourries roulèrent d'un sur le sol. Il fut pris d'un haut le cœur. Béatrice la Noire, remarquant l'intrus, grogna, se leva d'un bond et, attrapant une fourche, se précipita vers lui. Son attaque fut si rapide qu'Alejandro eut à peine le temps de dégainer son épée pour se défendre. Une seconde de retard, et la fourche lui aurait transpercé le ventre. Mais la cannibale ne comptait pas abandonner si facilement. Elle semblait manier cette arme avec une maîtrise effrayante. Le combat était féroce, une lutte à mort. Finalement, profitant d'un moment d'inattention, Alejandro enfonça son épée dans la poitrine de la sorcière. Béatrice la Noire poussa un hurlement terrifiant et s'effondra au sol. Lorsqu'elle se tut enfin, Alejandro, haletant et essuyant la sueur de son front, s'approcha de son corps. Soudain, la sorcière, dans un ultime sursaut de force, saisit son bras et planta ses dents, aussi acérées que des lames, dans sa chair. Alejandro faillit crier de surprise et d'un geste brutal arracha son bras des mâchoires affaiblies de la sorcière. La tête de Béatrice tressaillit une dernière fois avant de retomber inerte. Presque à bout de force, assailli par la douleur et une nausée croissante, Montero sortit à l'extérieur. Sans un mot, il monta à cheval et s'apprêtait à partir au galop pour quitter cet endroit maudit le plus vite possible. Mais il se rappela à temps qu'Esteban était toujours là. « Quand ton père revient-il » demanda-t-il. « Il a dit qu'il rentrerait demain après-midi » répondit l'enfant. « Très bien. Alors nous attendrons demain. Retourner maintenant et laisser Esteban seul avec sa cruelle belle-mère aurait été le comble de l'inhumanité. Monsieur et Béatrice la Noire, elle... » osa demander timidement le garçon. « Elle est morte, » répondit Alejandro froidement. « Elle ne fera plus de mal à personne. » Intérieurement, il pensa « Heureusement qu'il n'a pas vu tout cet enfer. S'il l'avait fait, il serait certainement devenu bègue à vie. » Ils poursuivirent leur chemin en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent de nouveau l'auberge. Au départ, les propriétaires accueillirent leurs hôtes nocturnes avec froideur. Mais lorsqu'ils apprirent qu'Alejandro Montero avait tué Béatrice la Noire, leur attitude changea radicalement. « Vous avez eu beaucoup de chance de sortir vivant, » dit l'aubergiste. Cette Béatrice était un véritable démon. De nombreux hommes se sont aventurés dans la forêt pour mettre fin à ces atrocités, et aucun n'en est revenu. Le médecin, en examinant la blessure à la main d'Alejandro, secouait la tête. « Eh bien, monsieur, elle ne vous a pas raté. Elle a mordu jusqu'à l'os. »« Quelle chance !» pensa Alejandro avec agacement. Il ne manquait plus qu'une infection pour parfaire cette nuit mémorable. « Je suppose, dit-il, que la défunte demoiselle n'était pas très difficile sur son régime alimentaire. Manifestement, cela ne la dérangeait pas de se nourrir de moi. Peut-être était-elle contrariée de ne pas trouver quelqu'un de plus jeune dans les parages. « Oui, sans vous, monsieur, » ajouta l'aubergiste. « Il ne serait resté du pauvre enfant qu'un squelette rongé. »« Je propose de porter un toast au courage de notre héros, » suggéra l'un des invités. Et à la fin, des disparitions causées par les appétits insatiables de Béatrice la Noire. Les autres convives accueillirent l'idée avec enthousiasme. Coupe après coupe, ils burent à la santé de Don Montero et célébrèrent le sauvetage miraculeux d'Esteban, qui s'endormit finalement sur la table.
L'aubergiste lui-même emmena l'enfant dans une chambre, où sa femme passait presque toutes les 5 minutes pour vérifier qu'il dormait paisiblement et n'était pas tourmenté par des cauchemars. Alejandro, fatigué par ses aventures et par l'attention excessive dont il faisait l'objet, s'excusa finalement en invoquant des affaires urgentes et un réveil matinal. Il se retira dans sa chambre, laissant les invités et les propriétaires célébrer la libération du monstre. La fête continua visiblement jusqu'à l'aube, mais lui n'entendit plus rien, sombrant rapidement dans un sommeil profond. Le lendemain matin, après avoir pris un bon petit déjeuner et remercié ses hôtes pour leur hospitalité, Alejandro partit en direction du village avec Esteban. De retour chez lui, le père d'Esteban, Garcia, était déjà rentré et demandait, inquiet, des nouvelles de son fils. « Mon Dieu, quelle horreur !» sanglotait sa femme en se tordant les mains. « Je n'ai pas pu veiller sur notre Esteban. Hier, il m'a dit qu'il voulait aller voir Béatrice Lanoire. Bien sûr, je lui ai interdit d'y penser. Mais qui aurait pu imaginer qu'il disparaîtrait au milieu de la nuit ? Vraiment, intervint Alejandro qui venait d'entrer. Il m'a semblé qu'Esteban n'avait pas très envie de faire cette visite. Le père d'Esteban, les larmes aux yeux, se précipita pour serrer son fils dans ses bras. « Sainte Vierge, mon fils est vivant. »« Père !» Dans leur bonheur, ils en oublièrent presque la présence du noble seigneur. La belle-mère, assise, le visage contracté de rage, regardait son beau-fils avec une haine mal dissimulée. Visiblement, elle ne partageait pas la joie de sa survie. « Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller chez cette sorcière ?» s'écria le père d'Esteban. « Elle aurait pu te dévorer. »« Je crois qu'elle ne dévorera plus personne, » répondit Alejandro à sa place. « Je l'ai tuée cette nuit, et je suis allé à sa cabane de mon plein gré, contrairement à votre fils. Peut-être que votre charmante épouse pourrait nous expliquer pourquoi elle a envoyé cet enfant, au milieu de la nuit, porter à Béatrice Lanoire un panier de pommes pourries. Et je serais curieux de savoir ce que signifiait le mot glissé dans le panier « bon appétit ». Pour ma part, le contenu m'aurait coupé l'appétit. Le pauvre Garcia, en entendant ces paroles, resta figé. « Monsieur, comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Ma femme, Esteban, est-ce vrai ? » « C'est vrai, père. Sans le seigneur Montero, il m'aurait ne mangé. »« Je le jure sur mon honneur, » ajouta Alejandro. « J'ai vu de mes propres yeux votre fils pleurer, refusant d'aller à la cabane de cette sorcière. Que le ciel me foudroie si j'invente quoi que ce soit. » La femme, le visage enfoui dans ses mains, resta silencieuse. « Alors c'est toi ?» Garcia la regarda avec une fureur terrifiante. Esteban recula, visiblement effrayé de voir pour la première fois son père dans un tel état de colère. Il semblait prêt à l'étrangler de ses propres mains ou à lui fracasser le crâne d'un seul coup. « Sors de ma maison !» hurla Garcia. « Et je ne veux plus jamais te revoir. » Terrifiée, la femme n'osa répliquer. Elle se leva et alla rassembler ses affaires, probablement soulagée d'avoir échappé à une mort certaine. « Mon Dieu, que j'ai été stupide !» se lamentait le père d'Esteban. « Ma conscience me murmurait « Ne te marie pas, cette femme n'est pas digne de confiance. » Mais j'étais aveugle, sourd. Pardonne-moi, mon fils, j'ai ramené une vipère dans notre maison. Merci, seigneur Montero, vous m'avez rendu mon fils vivant. Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Il n'est pas nécessaire de me remercier, répondit Alejandro. Hélas, je dois partir. J'espère qu'aucune autre sorcière ne viendra troubler votre tranquillité. Le père et le fils Garcia lui dirent adieu avec des mots chaleureux, lui souhaitant un bon voyage et beaucoup de chance. Montero galopa un long moment à toute vitesse, tentant de calmer l'agitation qu'avait provoquée en lui la réunion émouvante entre le père et son fils. Son propre père n'aurait jamais pleuré de joie pour lui, et encore moins sa belle-mère. La seule personne qui aurait pu ressentir quelque chose pour lui, sa mère, était morte en le mettant au monde. Quant à son père, il avait toujours été d'une totale indifférence. Durant toute son existence, Alejandro n'avait entendu de sa bouche que des mots comme « idiot » et « raté ». Au début, le jeune homme avait tenté de prouver le contraire, mais il comprit rapidement que cela ne servait à rien. Même maintenant, après avoir miraculeusement survécu à son combat contre une sorcière redoutable et avoir libéré la région de ce fléau, son père n'aurait probablement pas changé d'opinion. Mais en réalité, Alejandro n'avait pas accompli tout cela pour obtenir la reconnaissance paternelle. Il avait seulement voulu sauver un enfant innocent. Toute personne décente aurait fait de même, pensa Alejandro. La forêt s'obscurcissait rapidement. Alejandro tenta une fois encore de se dégager, mais l'arbre tombé retenait fermement ses jambes. Il avait déjà crié pour demander de l'aide, mais en vain. Il n'y avait personne à proximité. Visiblement, les habitants continuaient de redouter ce bois, ce qui expliquait la présence abondante de champignons et de baies le long du chemin. Et ce, bien que Béatrice Lanoire soit morte depuis 10 ans, Dieu avait préservé Alejandro de la gangrène, mais pas des cauchemars. La sorcière assassinée continuait de lui apparaître en rêve, menaçant de se venger.
Cependant, avec le temps, ces visites s'étaient au fait moins fréquentes, et les souvenirs terrifiants s'étaient estompés sous le poids des préoccupations familiales et des affaires quotidiennes. Alors, pourquoi fallait-il qu'il traverse à nouveau cette maudite forêt où il avait tué Béatrice Lanoire et qu'en plus, il se retrouve coincé au crépuscule? Son fidèle cheval gisait mort à ses côtés, l'arbre lui avait transpercé le crâne en tombant. Quant à Alejandro, il s'en était sorti avec bien moins de dommages. Pourtant, si les habitants redoutaient-ils toujours le bois, peut-être finirait-il par envier son fidèle compagnon. Mais quelle pensée défaitiste, bon sang, se réprimanda Alejandro. Béatrice Lanoire est morte depuis 10 ans. Il est impossible que tout le monde ait encore peur d'elle. Il se remit à crier pour demander de l'aide, mais aucune réponse ne lui parvint. La nuit, sombre et implacable, avançait, imposant son règne. Désespéré, Alejandro retira finalement sa cape et, l'étendant sous son dos, s'allongea dessus. « Je vais devoir passer la nuit ici, » pensa-t-il. « Demain, quelqu'un finira bien par passer et m'aider à sortir de ce pétrin. » La lune progressait lentement dans le ciel, veillant sur son royaume d'étoiles. Les arbres demeuraient immobiles. Pas une seule brise ne venait troubler leur quiétude. Un hibou ululait à proximité. Soudain, quelque chose bougea parmi les arbres. Alejandro sursauta et ouvrit la bouche pour appeler à l'aide, mais la silhouette se dirigeait directement vers lui. Alejandro n'en croyait pas ses yeux. « Béatrice Lanoire » murmura-t-il, stupéfait, en se redressant d'un bond. Il n'y avait aucun doute, la jeune femme était morte. Sa peau pâle et bleuâtre dégageait la puanteur d'un cadavre en décomposition. Ses yeux, retournés, ne reflétaient qu'un vide absolu. Plus effrayante encore était la plaie béante à sa poitrine, la marque même du coup fatal qu'Alejandro lui avait porté. Dans sa main, la morte tenait un trident taché de sang séché. « Ah, Seigneur Montero !» dit-elle d'une voix qui semblait provenir d'outre-tombe. « Quelle rencontre inattendue! Comment un chevalier aussi honorable que vous a-t-il pu tomber si bas pour transpercer de son épée une pauvre femme sans défense? Ce n'est guère chevaleresque de votre part. » D'un geste presque désinvolte, la sorcière fit danser le trident devant le visage d'Alejandro. Ce dernier, qui avait pâli de terreur, éclata soudain de rire en entendant la mention de « pauvre femme ». « J'ai bien peur, chère demoiselle, que vous fassiez preuve d'une modestie excessive, car, outre cette prétendue faiblesse féminine, vous aviez à votre disposition d'autres armes, et je dois dire que vous les maniez bien mieux que la plupart, du moins de votre vivant. Bien que, même après votre mort, je doute que vous ayez perdu un seul brin de votre talent. Vous avez tout à fait raison, Seigneur Montero, mais c'est vous qui m'avez forcé à utiliser ces armes. Entrer dans la maison d'une femme seule au milieu de la nuit et interrompre son dîner, voilà qui est une grande faute de tact de votre part. J'ai eu le plaisir de voir ce que vous appeliez votre dîner, mademoiselle. Je dois avouer que mon propre estomac a failli rebrousser chemin. Cela ne fait que prouver votre manque de goût, Seigneur Montero. Vous êtes incapable d'apprécier de véritables chefs-d'œuvre de la haute cuisine. Oh oui, mademoiselle, comme vous avez raison, répondit Alejandro avec un sourire sarcastique. Vous vous moquez de moi ? Dit la sorcière d'une voix toujours aussi sépulcrale. Un autre, à votre place, serait déjà à genoux, implorant ma pitié. Dans les circonstances actuelles, je ne pourrais m'agenouiller même si je le voulais, et quant à implorer votre pitié, êtes-vous vraiment assez généreuse pour envisager de m'épargner? Vous êtes perspicace, Seigneur. Cependant, si vous aviez baisé mes mains et supplié pour votre vie, peut-être, dans ma bonté infinie, me serais-je laissé attendrir, et vous aurais-je transpercé rapidement, avec clémence. Je n'ai jamais douté de votre immense bonté. Et maintenant, j'ose supposer que vous n'avez pas l'intention de me tuer de façon rapide et clémente, n'est-ce pas? Non. Maintenant, je vais vous tuer lentement. Voyons jusqu'où ira votre courage. Alejandro n'avait pas le moindre doute à ce sujet dès le départ. Depuis son enfance, il avait entendu des légendes terrifiantes sur des spectres revenant de leur tombe pour se venger de leurs bourreaux. Dans le meilleur des cas, les victimes étaient tuées rapidement. Dans le pire, elles étaient à torturer jusqu'à l'aube, moment où l'apparition devait regagner son sépulcre. Il ne se faisait aucune illusion, Béatrice ne lui pardonnerait jamais, mais il refusait de lui montrer qu'il avait peur de mourir. Le trident brillait sinistrement sous la lumière lunaire, prête à s'enfoncer dans son ventre. Alejandro ferma les yeux. La douleur serait insupportable, mais il préférait ne pas voir ses propres entrailles se déverser. « Si tu ne veux pas me sauver de cette mort atroce, mon Dieu, » pensa Montero, accorde-moi la force de l'affronter avec dignité. Reçois mon âme. « Arrête, sorcière !» entendit-il soudain une voix forte. Quelqu'un courait vers eux, brisant des branches sèches sous ses pas. Alejandro ouvrit les yeux et aperçut un jeune homme inconnu, armé d'un pieu en bois. Le trident de Béatrice s'immobilisa à mi-chemin, et, dans un éclat de rire démoniaque, elle dirigea son attaque vers le nouveau venu. Mais le jeune homme, profitant d'une chance inespérée, esquiva habilement.
Le trident ne fit que fendre l'air à quelques centimètres de son ventre. Montero observait, inquiet, le combat entre le jeune homme courageux et la sorcière revenue d'entre les morts. Les forces du jeune défenseur commençaient à affaiblir, mais il continuait à résister. Désespéré, Alejandro comprit qu'il était incapable d'aider son sauveur et priait Dieu pour une seule chose, protéger la vie de cet homme valeureux. Un coup de trident fit chuter le jeune homme au sol. Béatrice s'apprêtait à l'achever. Mais, rassemblant ses dernières de la force, le héros planta son pieu dans la poitrine de la sorcière. Cette dernière vacilla, poussa un cri si terrifiant que même les enfers durent en frémir. Puis s'effondra comme si elle avait été fauchée à la racine. Son corps se convulsa et, après quelques instants, se désintégra en poussière. Financial. Tout était terminé. « Pouvez-vous marcher ?» demanda Alejandro, inquiet, en voyant que son sauveur était couvert de sang et d'une pâleur effrayante. « J'espère atteindre le village, » répondit le jeune homme avec difficulté. « Pardonnez-moi, Seigneur Montero, je ne peux pas vous libérer maintenant. Mais j'y arriverai, je le raconterai. Partez vite, donnez-moi seulement votre nom, je dois savoir pour qui prier. Je suis Esteban Garcia. » Esteban Garcia, Alejandro se souvenait maintenant où il avait vu ce jeune homme courageux. Qui aurait cru que ce garçon effrayé, qu'il avait autrefois sauvé par hasard de la mort, empêcherait un jour cette même sorcière de le tuer, et qu'il oserait l'affronter en pleine nuit au cœur de la forêt. Alejandro n'espérait qu'une chose, que cet élan héroïque ne coûte pas la vie à Esteban. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que le jeune homme atteigne le village. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'il survive. Perdu dans ses pensées, Alejandro mit du temps à percevoir le bruit des sabots. « Ce devaient être des paysans, non ?» demanda Ruben, 6 ans, avec espoir, en regardant son grand-père aux cheveux argentés. « Et ils t'ont sauvé, n'est-ce pas, grand-père ?»« C'est exact, » répondit Montero. « 4 d'entre eux ont déplacé l'arbre pour me libérer. Puis ils m'ont hissé sur une charrette et m'ont conduit jusqu'au village. Et Esteban, il a survécu ? Esteban est sorti de la forêt, il a atteint le village et il a raconté aux habitants que les atrocités de Béatrice la Noire étaient terminées et qu'un voyageur était coincé sous un arbre, au cœur de la forêt. Ensuite, il a perdu connaissance. Mais heureusement, sa blessure n'était pas mortelle et très vite notre jeune héros a commencé à se rétablir. « Qu'en dis-tu, Ruben ? Cela t'a-t-il effrayé ?»« Un peu, » murmura l'enfant, ses lèvres pâles trahissant encore une légère frayeur. « Mais tout ça, ce n'est qu'une histoire, pas vrai ?» « Bien sûr que ce n'est qu'une histoire, » rassura Montero en souriant à son petit-fils. « Et maintenant, il est temps de dormir. Bonne nuit. »« Bonne nuit, grand-père. » À peine la porte s'était-elle refermée derrière son grand-père que l'enfant, plongé dans ses pensées, fixait le plafond. Les images de son grand-père, plus jeune, combattant la redoutable sorcière cannibale, affrontant son spectre au fond de la forêt, défilaient dans son esprit. Son grand-père prétendait que tout cela n'était qu'une invention. Alors pourquoi avait-il cette cicatrice sur son poignet gauche ?